pas de ma base de données parce que j'aurais trop. Oh. Elle était à l'ancienne. Oh, ouais. Et non. Et puis voilà ce qu'on a fait. Vincent, qui va vous oui, expliquer. ça c'est la conceptualisation de ce que vous venez de dire, hein, et c'est un peu de ça dont on parle. Il a fallu qu'on fixe un peu le vocabulaire, notamment effectivement choisir entre est-ce qu'un tome c'est une division physique ou logique. On a choisi que c'était une division logique, c'est bien ça, et qu'un volume était une division physique. En fait, on est bien embêté avec toute cette histoire d'émission, d'édition. Enfin, moi, je suis assez embêté parce que quand je regarde les modèles bibliographiques qu'on appelle en particulier FRBR, c'est-à-dire Functional Requirements for Bibliographical Records, donc les requirements bibliographiques, enfin bon, on n'a pas ce niveau du volume. On est vraiment embêté parce que le FRBR, ça part de l'édition. Il y a l'expression, par exemple, ça peut être une traduction, etc. Vous me corrigez si je me trompe, hein, mais il me semble que dans le FRBR, on a voilà, l'expression, c'est la traduction, on a la manifestation qui est l'édition. Ensuite, on a item, c'est-à-dire l'exemplaire, c'est ça, dans l'exemplaire dans la bibliothèque. Et nous, on est un peu dans l'embarras avec cette question des volumes, etc. Parce que notre problème, finalement, c'est de constituer un corpus. Donc on a vu ce que Thomas a montré tout à l'heure. On a vu ce que Jean-Michel a montré par rapport au catalogue. Donc on doit croiser les deux, c'est-à-dire avoir d'un côté des images et de l'autre des informations bibliographiques. Alors moi je voudrais, enfin il nous reste à peu près 50 minutes et j'aimerais qu'on prenne au moins 20 ou 30 minutes de discussion, donc vous m'arrêterez, parce que en fait la présentation que je vais faire c'est uniquement de faire un tour d'horizon des outils qu'on a mis en place pour essayer de circuler dans le corpus. Donc on a d'un côté les images que Thomas a montrées tout à l'heure, on a de l'autre côté, je vais commencer par ça, on a de l'autre côté les informations bibliographiques. Donc une chose qu'on a commencé par faire avec Jean-Michel, c'est de convertir la base de données de Jean-Michel qui était dans un format propriétaire Paradox et donc un format virtuellement mort, dans la mesure où c'est propriétaire. Non, je plaisante, c'est-à-dire que le format propriétaire pour moi était quelque chose de dangereux dans la mesure où on risquait de perdre assez. Enfin, en tout cas, je savais pas comment l'exploiter, quoi. Et donc on est passé en SQL, c'est ça, hein. Et ça donne, alors on n'a quasiment pas touché la structure initiale, parce que vous avez beau dire que c'était pas bien, moi je trouve que c'est parfait, on ne peut pas optimiser de ce point de vue-là. Et on a gardé donc des tables, donc des informations sur les bibliothèques, sur les émissions, les exemplaires. Ce qu'on a ajouté là seulement, c'est les numérisations et des choses sur les occurrences d'ornements, on va voir. Mais en gros, si je prends par exemple la table des exemplaires, c'est essentiellement de là qu'on est parti. Un exemplaire il se situe dans une bibliothèque, etc. Et puis surtout ce qui nous intéressait, c'est que Jean-Michel a fait un énorme travail de collecte de toutes les URL, c'est-à-dire que non seulement il est allé compulser en bibliothèque les ouvrages, mais il est allé aussi chercher sur Google, sur tous les catalogues, etc., toutes les URL, et c'est à partir de ça qu'on a constitué notre corpus. Donc, si on va voir les exemplaires, on a une ou deux numérisations pour un exemplaire de bibliothèque. Très souvent c'est sur Google, parce qu'il faut dire que voilà, Google a aspiré l'intégralité des bibliothèques publiques. Et donc, vous avez aspiré Google. Oui, on s'est vengé, on a aspiré Google aussi. Mais, donc en fait, il a fallu constituer un corpus à partir de là, sachant que évidemment, il y avait des choix à faire par moment. On n'est pas trop rentré dans le détail. On a fait ce travail avec de collecte avec Fabienne. Mais voilà, on avait d'un côté ces adresses avec
la possibilité de remonter à l'édition. Alors ça, ce sont des codes établis par Jean-Michel pour retrouver l'édition. C'est les liens entre voilà. les tables. Donc une fois qu'on a eu converti effectivement en SQL cette base bibliographique, on en a fait effectivement une première version, puis on a découvert Eurist. Et donc il s'agissait, on est tout le temps dans cette hybridation entre les données bibliographiques et les images. Donc on a aspiré effectivement des tas de livres, et on a commencé à faire un bilan de ce corpus. C'est un travail qui est en cours. C'est-à-dire que pour le moment, je crois qu'on a à peu près 80% du corpus final en termes de numérisation, mais Fabienne va ajouter de nouvelles images parce qu'il y aura des photos qui seront prises à la Bibliothèque de Lyon. On va trouver, alors il y a aussi le journal des savants dont on parlait tout à l'heure qui n'est pas dans le corpus pour le moment, et donc il fallait concevoir une base de données évolutive qui permette en temps réel à chaque fois de savoir ce qu'on avait déjà téléchargé ou pas parmi toutes ces URL, sachant qu'il y a 4 numérisations pour un exemplaire, 4 exemplaires pour un volume et 4 volumes pour une édition. Enfin bon, on se trouve dans un truc assez complexe, et donc pour pas s'y perdre, il fallait une interface. Alors ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire dans Eurist, mais dans Eurist, on n'a pas la possibilité de facilement brancher les outils de traitement d'image que Thomas, par exemple, est en train de mettre en place. Et notre objectif à la fin, c'est d'arriver à un outil qui facilite la comparaison des images avec des fonctions, donc Thierry pourra en parler, mais des fonctions qui permettent de mettre en lumière les différences entre deux images pour savoir, pour aider au travail d'authentification. Donc Eurist nous a permis de faire beaucoup de choses, mais il manque pour nous un point d'entrée qui serait une API, une API, qui permette de vraiment manipuler en temps réel les informations et les images. Parce que ça, sur Humanum, il y a effectivement un stockage d'images, etc. Mais nous, on a besoin de manipuler les images pour des traitements différents et tout. Donc là, évidemment, on ne peut pas se contenter de rester dans Eurist. Mais alors, bon, on avait le choix, hein, on aurait pu utiliser peut-être, alors on pensait d'abord à OMKS ou un autre CMS, etc. Rien ne correspond exactement à ce qu'on recherche. Parce que c'est vraiment une hybridation entre une base de données d'images, et pas de documents, et une base de données bibliographique. Donc on avait besoin de croiser les deux niveaux. Donc on a une structure où en gros l'ensemble de nos données va être dans Eurist, mais pour les manipuler plus facilement, on a une espèce de connecteur avec une base de données SQLite qu'on va pouvoir interroger en Python et utiliser beaucoup plus simplement. Alors par exemple, ce qu'on voudrait pouvoir faire, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est donc circuler entre les informations biblio que j'ai montré tout à l'heure, donc tirées du travail de Jean-Michel, et les images qu'on a collectées. Donc idéalement, et là il faudra en reparler tout à l'heure, notamment avec Silvio, quel genre on va prendre en compte? Est-ce que c'est une bonne idée de différencier, donc comme je disais tout à l'heure, le bandeau et la frise, hein. Ça, c'est des catégories qui sont, c'est vraiment un work in progress. Ce serait chouette qu'on puisse en discuter tout à l'heure. Mais là, idéalement, voilà, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est avoir une galerie d'images où quand on demande les bandeaux, on a tous les bandeaux. Et puis, alors là, je ne sais pas si c'est très visible, si on voit le fait que ce bandeau-là, il est tiré de l'édition. Donc voilà, un croisement entre chaque image et les informations bibliographiques. Évidemment, ça va poser un problème de redondance à plusieurs niveaux, puisque on va avoir 15 images tirées de 1751 Rousseau, alors je ne sais plus quel est le truc, mais on va aussi avoir donc plusieurs exemplaires
de cette même édition. Et donc, il va falloir récupérer l'information sur l'édition en remontant cette chaîne. On va voir un peu tout à l'heure comment ça marche, mais en remontant cette chaîne de l'exemplaire vers le volume qui lui-même renvoie à l'édition, etc. Donc c'est ce problème de circulation qu'on a. Et il n'y a pas d'outil idéal pour faire ça, donc on est bien obligé de coder un petit peu pour agréger les informations et manipuler les images en même temps. Voilà. Donc idéalement, on aimerait pouvoir circuler et dire que cette image elle est issue de telle édition. Hein. Et donc ça c'est un record, c'est-à-dire un enregistrement qui est stocké dans Eurist. Et puis voilà, remonter donc de cette image jusqu'à l'émission, mais voir également les tomes. Si je pouvais l'afficher dans une autre fenêtre, ce serait mieux. Voilà. Voir les tomes, ensuite les exemplaires et ainsi de suite. Donc circuler dans notre corpus en croisant les informations sur les images elles-mêmes, c'est-à-dire le genre par exemple, ou la nature, et puis les informations biblio, par exemple, donnez-moi tous les fleurons entre telle et telle date. Je pense que c'est ce genre de questions auxquelles on veut pouvoir répondre si on veut, pas seulement retracer l'histoire de tel bouquin pour l'authentifier, mais peut-être avoir une idée de quels sont les styles qui sont présents entre telle et telle date, ou voir ce que tel imprimeur a pu faire. Voilà. Donc quel genre de questions on veut pouvoir poser à la base, il me semble que c'est à peu près ça. Donc ça c'est la version information biblio. Mais à côté de ça, on a envie de pouvoir comparer. Et le problème de l'affichage est assez déterminant. On a envie de pouvoir comparer facilement nos images et de dire entre ces deux choses-là, il y a assez peu de différence et on peut considérer que c'est le même motif. Mais par contre, est-ce que là et là, oui, ça ressemble de loin, mais c'est pas le même. Bon. La question qui se pose, c'est que quand on a 20 000 ornements, alors bon, d'accord, on peut les classer automatiquement en genre, c'est ce que Thomas a fait avec DH Segment, c'est-à-dire distinguer un bandeau d'une frise ou d'un fleuron, ça c'est relativement facile, mais par contre, comment on va dire que il y a tant d'occurrences d'un même motif? Donc ça, c'est notre problème principal pour le moment. Alors heureusement, il y a des choses qui existent et que Hazel, qui est ici, a déjà utilisé. C'est un outil qui est basé sur du deep learning, corrigez-moi si je me trompe, qui permet de détecter des similitudes entre images. Ça veut dire que concrètement, on a une image, une occurrence, et on veut retrouver les autres occurrences du même motif. Et ça vise le rang possible. Donc ça, c'est assez magique. Sauf que c'est pas exactement la performance qu'on attendait, mais ça résout déjà une bonne partie du problème. Et puis il y a aussi une fonction très intéressante, c'est qu'on peut chercher une partie. C'est-à-dire que là c'est peut-être pas le bon exemple parce que il faudrait prendre un motif composé, voilà. On peut chercher une partie. C'est-à-dire que cet ange, on va le retrouver dans des motifs qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a, voilà. Donc, on a déjà cet outil qui est formidable, enfin très impressionnant, et puis qui nous fait des regroupements, des regroupements automatiques. Ah oui, alors je l'ai pas dit, c'est pas nous qui avons développé l'outil, c'est le laboratoire d'Oxford Visual Geometry Group, avec qui Hazel a travaillé. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a récupéré. Alors Thomas est en train de bricoler une fonction, je sais pas si... Non, on peut pas le montrer là, mais qui permet de... c'est top secret. Comment on fait? Non, c'est pas ça, c'est pas sur mon ordinateur, c'est sur un autre. Et voilà, donc là,
de base, comme on dit, il y a une fonctionnalité qui permet de superposer, les images. Et là, on voit les points de similitude, je crois, c'est ça. Ici, c'est les points de similitude repérés par la machine. Donc tout ça, c'est vraiment pas mal déjà. Et puis, ça nous a fait une partie du boulot de regroupement, puisqu'on a des... il nous a regroupé 112 paires d'ornements, 45 trios, etc. sur un total de 9000... alors là, j'ai mis que les fleurons, je crois. Donc c'est déjà... oui, enfin, quelques exemples de ça, par exemple. Voilà. Ouais. Voilà. Marque aux abeilles, entre autres. Voilà, donc c'est déjà super. Et puis, il y a quand même une limite de cet outil. C'est que quand on indexe les images, ça ne marche pas sur les toutes petites images. Ici, c'est des images qui doivent faire, je ne sais pas, 200, mettons 200 pixels fois 150, hein, un truc comme ça. Mais il y a une limitation en termes de nombre de pixels. Et donc, il existe... il existe un autre outil qu'on va certainement utiliser aussi pour avoir une possibilité de comparer les petites images. Alors ça, c'est pas nous non plus nous qui l'avons développé. Et là, pour le coup, ça marche sur les petites images. Par exemple, je crois que là, on a... non, ça c'est plus gros. Ça c'est assez gros, donc ça pourrait être pris par Vise, mais on a par ici, il me semble. Là c'est du tout petit. Bon, il nous a regroupé déjà ici peut-être 400. Il y a des fonds. Oui, alors il y a des intrus bien sûr, mais c'est déjà pas mal parce que quand on se retrouve avec 9000 images à trier qui se ressemblent plus ou moins, bah, s'il nous fait des gros tas, et après on ira voir les petits tas, ce sera déjà pas mal. Bon. Voilà, il nous a retrouvé comme ça des... alors là, c'est mal zoomé, etc. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir d'une part manipuler les informations bibliographiques et comparer les images et circuler entre les deux. Et maintenant, je fais juste 5 minutes sur le Pixplot. Voilà. Ah oui, mais je crois que... donc l'outil c'est Pixplot, on peut jouer avec et tout ça, c'est super, mais ce qu'on aimerait faire c'est trouver un modèle de données qui permette de circuler. Et donc je termine juste rapidement là-dessus. On a... il nous reste combien de temps? Il nous reste 30 minutes. Donc ça c'est la version... c'est la version actuelle de notre base de données, donc on en a discuté un peu avec Yann. Il y a donc des record types qu'on appelle aussi des entités. Nos entités principales, bon, bah ça c'est les ornements qu'on a validés à la main après extraction par DHSegment. On a les exemplaires recensés à la main par Jean-Michel avec toutes les URL de numérisation. On a les tomes, on a les émissions et les numérisations. Donc ce qu'on a envie de pouvoir faire, comme je disais, c'était de circuler. Et je vais essayer de montrer ça vite fait avant de poser la question du modèle de données. Comment on fait pour afficher donc le RIS permet d'afficher des images. Là, ça prend un peu de temps à charger. Enfin voilà, on arrive assez bien déjà à afficher les images qu'on veut. On peut chercher dans nos occurrences d'images les frises ou les bandeaux ou les fleurons, pour voir. Et là, très rapidement, on peut déjà trier nos images. Mais après, ça va être plus compliqué de chercher les fleurons qui sont issus de tel ouvrage.
ou d'ouvrage entre ceci et cela. Donc c'est un peu ça la... Est-ce que tu as essayé les recherches facettées? Alors oui, mais ça reste compliqué. Et puis on peut préenregistrer des filtres. Hein. J'ai des filtres, j'ai un certain nombre de filtres comme ça que j'ai testé. Alors voilà, par exemple, j'ai réussi à trouver les bandeaux qui sont dans des ouvrages des années 40. Et ça, j'ai pu le faire parce qu'il y a une fonctionnalité dont tu n'as pas parlé tout à l'heure, qui est très pratique, c'est que on hérite. Il y a une notion d'héritage, enfin de hiérarchie, qui n'est pas du tout présente dans les bases de données SQL classiques, mais qui est plus tirée du XML. C'est que quand on regarde ce bandeau, on voit qu'il appartient à une numérisation, et là, le lien que vous voyez, il y a une somme d'informations qui sont agrégées, mais qui sont héritées d'autres types d'informations. Et ça, c'est assez pratique, parce que ça permet de chercher dans le titre, donc d'avoir des raccourcis. Hein. C'est-à-dire que quand on cherche un type d'information, on peut l'agréger avec un autre. Donc ça, c'est une notion... On peut chercher les champs aussi. On n'est pas obligé de chercher dans le titre. Oui, bien sûr. Là, j'ai utilisé le titre parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour nous et il faudrait que je montre le modèle de données, mais c'est compliqué pour nous de travailler sur la hiérarchie parce qu'on a des liens qui vont dans un sens mais pas dans l'autre. Et donc, quand on va interroger une émission, par exemple, on a envie de savoir quelque chose qui est sur les exemplaires, une information qui se trouve dans les exemplaires. Soit il y a un lien direct vers l'exemplaire, soit il y a un lien qui passe par le tome. Donc là, ce qui est sympathique, c'est qu'effectivement, en déroulant la hiérarchie, on peut trouver des informations qui se trouvent dans le tome, etc. Ou les exemplaires qui sont associés à un tome. Et ça, c'est un problème sur lequel il va falloir revenir, c'est que parfois, on est capable de dire que l'exemplaire est associé à un tome, parfois il est directement relié au niveau de l'édition. Et donc effectivement, on peut creuser comme ça en profondeur, tant qu'on reste dans le sens descendant de la hiérarchie, mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué. C'est là qu'avec les recherches facettées, on peut dire, montrez-moi les inverses. Oui, donc on peut faire toutes les sélections, mais laisser le filtrage plus tard. Donc on a toutes les connexions déjà faites, mais le filtrage, on le fait de façon dynamique. Et puis il y a aussi la question des rules, des rules aussi, qui permet d'agréger. Et il y a un nouveau truc qui n'est pas encore là, c'est les champs calculés qui permettent d'agréger suivant un rule. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est depuis hier. Là c'est très intéressant, très intéressant. Là c'est pas documenté. Mais bon, c'est documenté. Mais là on voit la chaîne déjà assez complexe, et après il y a aussi une question de puissance de calcul. Notamment quand on met un opérateur OR, ça bug parfois. Il faut nous le dire. Oui, on l'avait signalé, mais le niveau de complexité de la recherche, même si on arrive à la formuler, par moment ça plante. Donc il faudra trouver un truc. Mais là, en théorie, je dois pouvoir trouver toutes les éditions qui ont une numérisation chez Google. Voyons si ça marche. Voilà, donc on en a 723, c'est bien, c'est ça. Ouais. Et puis, alors juste, on en parlait tout à l'heure pour le cas de Hazer. Là, on peut enregistrer, we can save this filter. Et ok, donc là, on va dire émission, numérisation. Google, voilà. Il se passe quoi? Tout a explosé. Bon, il doit y avoir un problème de connexion. Donc, regarde si ça a été sauvegardé.
Voilà. Ouais. Donc, et ça, après, on peut le retrouver dans un... Enfin, il y a un système de publication qui est extrêmement pratique, qui permet de créer tout de suite un site web à partir de là. J'ai l'impression que mon navigateur est... Bon. Tant pis, on va pas regarder ça tout de suite. Enfin voilà, donc on a cette possibilité déjà de circuler entre les différents niveaux, donc remonter à chaque fois de l'image à l'information bibliographique qui est située dans le niveau le plus haut qui est celui de l'édition. Et on aimerait évidemment autant que possible éviter la redondance, hein, éviter de répéter une information, parce que imaginons qu'on doive changer une date au niveau de l'édition. Si on recopie cette date dans les niveaux en dessous, c'est-à-dire dans l'exemplaire, etc., on n'a pas envie de corriger, de retrouver toutes les occurrences de cette date à corriger. Donc logiquement, il faudrait qu'il y ait cet héritage comme ça, et qui nous permet de circuler. Et dernière chose que je voudrais montrer, bon, prenons une édition, je sais pas, n'importe laquelle en fait. C'est pareil ça, donc c'est autre chose, mais bon. Donc il y a un système très pratique aussi qui nous permet de circuler dans des petites fenêtres. Et ça, je trouve ça vraiment très utile, parce que quand on a plusieurs exemplaires à comparer, on déplace nos petites fenêtres, on les redimensionne, etc. Et puis on peut reconstituer comme ça la hiérarchie des exemplaires de tel tome. Alors là, je ne sais pas où enfin voilà, vous avez compris le principe, je pense. On peut circuler un peu dans tous les sens. J'apprends toujours des choses. C'est extrêmement pratique cette fonctionnalité. Et puis il y a même des choses aussi très intéressantes pour nous, c'est qu'une fois qu'on a défini donc des pointers, il y a des rétroliens, des backlinks qui sont faits automatiquement. Et pour circuler dans le corpus, ça aide beaucoup. Si je prends un exemplaire par exemple, là, voilà, reference by, ça c'est un backlink qui est fait automatiquement. Il y a un truc de prévu. Oui. C'est, bon, on a déjà un network view graphique qui est assez limité. Mais on prévoit cette année de pouvoir ouvrir un objet, puis cliquer pour voir tous les liens, et puis cliquer encore pour suivre, pour agrandir le réseau. Bon. Et visuellement sur l'onglet à droite. Donc là, ce que je viens de faire, c'est d'utiliser là c'est des backlinks, on est d'accord, oui c'est ça. Ça c'est tous les fleurons qui figurent dans cette numérisation, de tel exemplaire qu'on trouve ici, qui renvoie à un tome. Donc voilà, on peut faire des renvois virtuellement à l'infini, et ça c'est quand même très pratique, et ça nous permet donc de récupérer ici. Et des liens, on peut également avoir un affichage en dehors de l'interface RIST, comme ça. Et bon, ça c'est vraiment très pratique. Alors je termine sur le point un peu douloureux, un peu difficile, c'est qu'on a donc cette structure-là, que Yann montrait tout à l'heure. Actuellement, c'est ça la structure. Moi j'étais parti intuitivement, j'avais pris un autre modèle où j'avais multiplié des liens. Et donc en fait, on est dans cette question maintenant d'arriver à trouver un équilibre entre la complexité des recherches et la redondance. Enfin, c'est-à-dire, pour faciliter des recherches, c'est bien de répéter l'information pour qu'elle soit sous la main et pour qu'on puisse, sans réfléchir pendant 5 minutes et sans planter le système aussi quand il y a trop de combinaisons possibles, arriver à une certaine efficacité grâce à la répétition. Mais le problème de la répétition, c'est que c'est pas joli en termes de modélisation.
Et puis c'est aussi source d'erreur. Donc on est dans cet équilibre-là. Et je voulais montrer un peu l'ensemble des outils parce que le modèle de données, à mon avis, on va le calibrer en fonction des outils qui vont fonctionner autour. C'est pas une abstraction. Je pense que c'est un truc circulaire, mais pas circulaire, mais c'est un truc qu'on doit voir ensemble pour éviter de faire ce qui est en droit. De rester sur le modèle simple et d'améliorer éventuellement la facilité de suivre les outils. Je voudrais voir si tu peux, qu'est-ce que tu as comme facet searches? Alors là, j'en ai pas. Dans cette base-là, enfin, j'avais 6 versions de la base. Je crois que j'ai effacé. C'est dans une grande partie. À mon avis, ce qu'il te faut, c'est des facet searches. Puisque il faut penser pour créer le facet search. Là, une fois qu'on l'a fait, tout le reste se fait dans un écran comme ça, donc avec des choix. Donc là, j'avais fait un filtre par facette et par date. Tu as de date, donc REA, ça veut dire authentique, émission authentique. C, c'est contrefaçon. E, c'est oui, enfin, supposé contrefaçon. E, c'est en cours d'étude. P, c'est partagé, donc comme on voyait tout à l'heure avec l'exemple Lusac et Ré, etc. Donc là, effectivement, on a une recherche à facettes qui permet de trier par type d'édition. Et là, normalement, on voit la... Et ce qu'on peut faire ensuite, avec une fois, et on fait cette recherche, dans le facet search, on peut mettre un rule qui va suivre une série de règles, dans 2 règles différentes pour passer différents chemins pour trouver toutes les émissions. Donc, il suffit de construire la recherche plus les règles pour trouver ce qu'on veut, et puis on peut faire la sélection sur le champ suivant les besoins. Et là, c'est très simple. Donc effectivement, moi, intuitivement, j'étais parti de... Enfin, j'avais multiplié des liens qui permettaient de faire une interrogation directe en pointant vers l'émission. On a quand même un problème qu'on n'arrivera jamais à résoudre complètement, c'est que par moment, on a un lien entre l'exemplaire et le tome, et ensuite vers l'émission, donc une chaîne de 2, et par moment, c'est un chemin direct. Et ça pose un problème au niveau des requêtes. Enfin, il y a des... quand on a trop de combinaisons possibles et qu'on demande ou bien une disjonction inclusive. Bon, là, par exemple, tu veux faire une requête sur un champ qui existe en exemplaire, mais il y a 2 chemins pour arriver au truc en exemplaire. Et là, par exemple, tu fais la requête sur exemplaire, et puis tu utilises un rule set pour remonter la chaîne. Avec 2 règles différentes. Les 2 vont arriver à l'émission, par exemple, et si l'émission est trouvée 2 fois, tu n'auras que le seul exemplaire. Donc, ça fait ce que tu veux. À mon avis, ça fait ce que tu veux. Il suffit de regarder. Disons que je me suis arrêté au moment où j'ai vu que la recherche avec le OU était... Oui. Ça, c'est une méthodologie un peu différente qui est plus à point que l'autre. Puisqu'on utilise, on utilise ça tout le temps. On n'utilise quasiment jamais des recherches, sauf pour des trucs très simples, des recherches simples. On utilise presque exclusivement des facet search, donc on a travaillé beaucoup plus sur les facet search. Et évidemment, c'est une complexité énorme, donc c'est pour ça que quelquefois ça plante. Alors, il y a un autre paramètre. C'est que, comme je disais tout à l'heure, alors d'une part, Jean-Michel contribue potentiellement encore à l'amélioration des données qui sont dans cette base ici. Et puis, on a besoin aussi de pouvoir attaquer les informations de manière programmatique. Et pour le moment, l'API, l'API de Euris ne permet pas trop de faire ça. Enfin, on a vu avec le développeur, etc., sur l'instance du Manium, il y a quelques difficultés. Donc on a gardé un export. J'ai fait une fonction automatique qui va prendre tous les records en JSON et qui va transformer ça en une base classique SQLite. En fait, on utilise surtout ça. C'est-à-dire que pour nous, Euris est une espèce de hub
où on va se connecter pour modifier des choses à la main et pour circuler dans les informations biblio. Mais quand on veut exploiter ou faire des agrégats ou des comptages, etc., pour moi c'est beaucoup plus facile de programmer de programmer un truc comme ça sur la base de données qui nous dit que pour telle émission qui s'appelle 2108 dans Eurist, on a un tome, 6 exemplaires, enfin voilà, quand on a besoin d'agréger les choses, etc., c'est assez pratique pour nous d'avoir une base de données indépendante, sachant qu'on va quand même faire des modifications à la main ou naviguer dans Eurist. Mais après, si on veut récupérer dans Viz, rajouter des informations sur les images ici, ou envoyer une image de Viz dans Pixplot et inversement, si on doit à chaque fois passer par Eurist, pour le moment, ça ne nous paraît pas absolument pratique, quoi. Sachant que le démonstrateur, en plus, il va être développé sur une autre base que PHP. Donc, parce que je sais aussi que dans Eurist, il y a un truc très intéressant, qui est le Custom Report, qui permet, alors j'ai regardé un petit peu, on peut programmer du PHP pour faire des agrégats sur les... Et d'ailleurs, on utilise les Custom Reports dans les champs calculés, qui permet donc de faire des agrégations de trucs pour un champ. Il n'y a pas un champ calculé en Eurist, on peut calculer une valeur pour un champ existant. Donc on peut définir un champ de type texte, de date ou numérique, etc. Et puis faire un petit programme dans Smarty pour trouver la valeur et le stocker et le mettre à jour s'il y a des changements dans les enregistrements sur lesquels le résultat dépend. Et puis ça devient une donnée comme une autre. Alors c'est là qu'il faudrait voir si on peut peut-être améliorer la circulation dans nos données, voir aussi ce qu'on veut pouvoir demander comme genre. Donc est-ce que la différence entre bandeau et frise elle tient, etc. Questions, des remarques sur notre modèle de données, sur Eurist, ornement, sur autre chose. Oui, j'ai une question. Donc l'idée, c'est qu'on a dit que Eurist c'était vraiment pour déléguer, on va dire, à des personnes non spécialistes des bases de données et de la normalisation de données, la possibilité de se débrouiller à peu près eux-mêmes. Et là, vous vous rendez à peu près compte quand même que on touche à la limite de est-ce qu'on normalise, est-ce qu'on dénormalise pour faciliter les requêtes. Donc il y a quand même, enfin là il y a le coût d'entrée du DBA quand même qui n'est pas totalement effacé et il y a vraiment, je pense quand même à se poser sur le modèle de données dès le départ, vraiment, parce que je ne sais pas le coût de la dénormalisation d'un modèle de données. Par exemple, comment tu ferais si tu voulais dénormaliser un peu plus que ce que tu as actuellement, le modèle de données. Ça veut dire éclater, comme ça s'appelle, les informations dans deux tables. Comment tu ferais? Parce que c'est ça, la normalisation, tu as une table, et tu te dis, bah là, ça, normalement, au début, c'était jamais répété, là, c'est répété 25 fois, il faut foutre dans une table, une autre pour, Et en fait, quand le projet, il vit, et que vous rajoutez des types d'ornements, des journaux, vous allez voir que vous avez des infos qui n'étaient pas pensées dans le modèle de données, il va falloir quand même réussir à le modifier, et souvent, quand on fait justement de la modélisation de données, c'est le début des ennuis, quoi. Donc là, le fait que ce soit assez simple, ça peut pousser à aller trop vite dans la modélisation et pas avoir anticipé le merdier. Voilà. En
fait, il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est vachement important. C'est que la sustainability du modèle, elle est pensée aussi par rapport aux fonctionnalités d'export. Donc Yann a expliqué tout à l'heure, c'est un peu... comment dire, tu as dit, il y a une espèce de système key value. Key value. Enfin bon, en gros, l'ensemble, il y a une espèce de métamodèle sur tous les types de records qui permet de redéfinir chaque champ, etc. C'est-à-dire qu'on est plus proche d'une base de données de type graph, de type RDF, et d'ailleurs un enregistrement a un identifiant unique. Et comment expliquer ? Le fait d'avoir ce métamodèle sous-jacent, ça te permet d'exporter toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait chaque valeur, je ne sais pas si on voit très bien là, bon, ce que vous avez là, c'est finalement une exportation où on a et le nom du champ, par exemple, et c'est un peu plus lisible, c'est pas très joli, et aussi un code qui est universel finalement dans toutes les bases du monde. Mais peut-être c'est pas, je sais pas si c'est exactement la question. La question, pour moi, oui, on fait des restructurations assez souvent. La question, c'est par exemple, là, vous aviez... Bon, évidemment, il y aura évidemment un moment où l'utilisateur de base ne va pas pouvoir le faire parce que ça devient un peu trop complexe. Vous aviez des imprimeurs, et au début, vous n'avez pas fait une table, vous voulez en faire une. Donc, du coup, en SQL, que vous faisiez, vous créez une table, et vous copiez les données dans la nouvelle table avec un identifiant et une clé étrangère. On peut quasiment faire la même chose. Vous faites la même chose avec toutes les clics. Enfin, avec l'interface. Quasiment. Bon, ce qu'on fait, c'est on fait une nouvelle table, on va exporter en CSV par exemple les champs qu'on veut, on va les réimporter dans le table. D'accord. Ouais. C'était ma question en fait. L'idée c'est comment on s'en sort en clic pour faire ça. Mais ça c'est trop compliqué pour la plupart des utilisateurs. Ça c'est un truc où, oui, quelqu'un qui est un peu plus informaticien va, même moi, je ne suis pas informaticien, mais va pouvoir le faire. C'est sûr qu'il y aura comme des questions finalement. La base qu'a fait Vincent, c'est aussi complexe que j'ai vu, quasiment. C'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui arrivent après 3 tables et 3 liens, ça va. Ils vont pas plus loin. Donc il y aura toujours les niveaux d'utilisateurs, c'est sûr. Mais oui, on a toutes les possibilités. On a également la possibilité de changer de type. Donc ce que j'ai fait avant-hier, c'était de copier un table, finalement d'exporter, finalement de faire une copie. J'ai simplement exporté et importé. Et j'ai changé de type, et puis j'ai changé certaines choses dedans pour faire. Et ça, c'est effectivement. C'était quoi? On avait. Qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose de très similaire. J'ai déjà oublié. Mais on voulait faire un child record qui avait une certaine partie des informations et un parent record qui avait la partie, disons, la partie bibliographique et dessous il y avait des exemplaires. C'était plus ou moins ça. C'était de démêler un truc qui prétendait être l'exemplaire et l'œuvre, dans l'œuvre plus les exemplaires. Bon, c'était un peu... Bon, j'ai dû le faire. C'était pas eux qui allaient le faire, mais c'était pas très difficile. Donc, juste pour compléter ma réponse qui n'était pas claire, en fait, j'ai fait 6 versions à peu près de la base pour arriver à ce modèle qu'on a retravaillé avec Yann. Et à chaque fois, je passais par le XML qui me paraissait très simple à manipuler. Et donc, quand tu veux extraire... Enfin, il y a toujours cette même structure qui est extrêmement pratique parce que l'arborescence de ton XML, elle n'est pas très profonde. Et c'est toujours la même structure. Il y a une espèce de méta-modèle qui fait qu'un enregistrement a des champs. Le champ, c'est detail, ici.
Et tu vois, tu as ça c'est le label, enfin le nom, l'étiquette du champ. Et puis ça a un code unique. Voilà. Et du coup, c'est extrêmement facile à déstructurer, à restructurer, à copier dans des tables, à renommer, etc., etc. Mais bon, ça c'est un peu de la cuisine interne, mais quand même, ça me semble important de dire qu'il y a un export XML qui est très facile et que c'est pensé au départ du projet Eurist. Il y a une espèce de métamodèle derrière très très bien. Oui, j'ai quelques questions, une remarque à faire. Je m'excuse, je vais partir à 17h30. J'avais juste une question par rapport à un des items qui est la cuvette. Ah oui, alors, ça c'était... ça n'existe plus, c'était pour l'entraînement. Pour l'entraînement, on a voulu à un moment donné distinguer, on a voulu tester DH Segment parce qu'en fait sur les marques d'imprimeurs comme les marques aux abeilles, parfois on voit la marque de la plaque, et donc on appelle ça je crois la cuvette. Et du coup on s'est demandé si on pouvait pas faire détecter automatiquement les bordures de telle sorte que il nous classifie automatiquement ce qui était en métal. D'accord. C'était ça. Mais en fait c'est pas assez probant, enfin on n'a pas assez de... Donc on avait fait une sous-classe comme ça pour l'entraînement. Ce qui je pense t'intéresse en l'occurrence dans la gravure, c'est que nous on avait appliqué ça uniquement à la page de titre, à la marque aux abeilles. D'accord. Et on n'a pas généralisé c'est compliqué. Mais c'était ma question suivante, du coup, par rapport aux sous-champs possibles, peut-être que c'est pas non plus l'objectif. Je m'étais demandé, parce que tout à l'heure on a vu dans la communication de Thomas un bandeau qui représentait une justice, je crois, de mémoire. Ouais. Et enfin, je comprends pourquoi elle a été classée en bandeau, mais j'aurais presque classé en illustration. Oui, oui. Je trouve qu'elle a aussi. Et du coup, voilà, dans les sous-genres, je me suis posé la question si on pouvait distinguer la technique, le bois, le métal, si c'était intéressant de le faire ou peut-être pas par rapport au projet. Ou alors aussi pour les bandeaux, c'est vrai qu'on a un gros réservoir de bandeaux. Est-ce que la distinction de ceux qui sont historiés ou décoratifs peut avoir une plus-value ou pas? C'était juste des remarques. C'est-à-dire que, à la différence de toi, on n'est pas spécialiste de la gravure et voilà, on a fait des distinctions purement de bibliographie matérielle. Effectivement, comme tu l'as dit, la justice, c'est plus une illustration pour moi qu'un bandeau. Mais après, les sous-champs, tu peux faire entraîner la machine avec n'importe quelle catégorie ou sous-catégorie que tu aurais distinguée. Sur bois et métal, ça nous avait traversé l'esprit à un moment. Vous avez essayé pour voir si on pouvait distinguer les deux et puis c'était pas concluant non plus. C'est difficile. L'illustration serait plutôt pour des iconographes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire mais voilà. un autre usage en fait, je trouve qu'elle à l'intention de notre communauté, mais la limite c'est où on s'arrête, parce qu'effectivement c'est comme la TEI, on peut tout coder, mais à un moment donné, il y a quand même des franchement, limites. j'arrive à... Il y a des ornements que je n'arrive pas à distinguer, enfin j'ai pas les compétences pour dire je suis absolument sûre que c'est un bois ou c'est du métal. Et on avait tellement d'interrogations qu'on a laissé tomber, mais c'est possible. Et parce que c'est pas la finalité. C'est ce que disait Laurence à l'instant. Bien sûr, ce degré-là de précision, finalement, c'est pas indispensable pour la finalité du projet. Et donc, du coup, la dernière remarque que j'avais notée, c'est vrai, tout à l'heure on avait parlé aussi des différences d'impression des matrices. Moi là je suis en train de travailler sur des éditions que je compare moi-même, des éditions non datées, et du coup je me focalise sur des éléments témoins d'ornement, des encadrements. Et j'essaie de comparer, par exemple je me suis fondée sur les fissures des bois ou des choses comme ça. Et du coup je trouve ça très très intéressant, même si c'est pas le même réservoir, du coup très intéressant dans la datation de pouvoir comparer tous ces motifs et peut-être pouvoir dater, en tout cas mettre des échelles temporelles pour dater des éditions dès que la matrice a vieilli ou s'abîme au fur et à mesure. Je trouvais cette finalité très intéressante.
voilà, ramener à mon secteur de recherche. Effectivement, c'est surtout par rapport aux capacités de l'extraction et qu'on a commencé à voir quelle classe fonctionnait ou pas. Parce qu'au départ, effectivement, on voulait distinguer le bois, le métal, et puis on a réduit en fonction des possibilités qu'on a mesurées, c'est-à-dire des résultats réels de DH segment. Et par exemple, la notion de composé, pour nous, elle est assez essentielle parce qu'on se dit que sur Pixplot tout à l'heure, on voyait des choses qui étaient assez proches. Quand on a un motif composé de ce type-là, on va pouvoir en trouver pas mal qui ressemblent énormément. Tout à l'heure, dans les images montrées par Jean-Michel, on va retrouver ce motif avec une variation uniquement sur une vignette au centre. Et du coup, est-ce que ça a un sens de comparer des trucs qui sont composés et des trucs qui ne sont pas composés? Enfin bon, à un moment donné, il va falloir peut-être changer de méthode d'analyse. Et le fait de distinguer les composés, ça va permettre d'introduire une autre méthode qui fera appel à une décomposition par vignette. Enfin bon. Et donc là, c'est des catégories qui sont moins des catégories intellectuelles peut-être que des catégories qui sont pour le traitement, ce qu'on est capable de sortir avec la machine. Et je vois qu'il est déjà 17h30. Oui, j'ai oublié de dire aussi que c'était vraiment l'après-midi était passionnant. C'était vraiment très très intéressant. Vraiment merci. Ouais, peut-être pour compléter, peut-être répondre à une question. On est parti sur le point de départ, c'était authentifier l'éditeur. Et puis, en fait, une des questions qui vient, c'est finalement déjà un bois, un bloc. Combien de temps a-t-il été utilisé? Comment vieillit-il? Combien d'échantillons d'occurrence aura-t-on sur un même motif issu d'un même bois? Est-ce qu'on est capable d'authentifier un bois ou pas? La marque nous a semblé plus précise, peut-être l'œuvre d'un orfèvre. Un, je dis peut-être porte sur le nom. Je sais pas. Mais voilà. Et puis, sans dévoiler le nom de nom, mais finalement, il y a des variantes, etc. Donc, on est ensuite parti sur les détails, et après, quel niveau de détail? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prend comme entité d'analyse? Est-ce qu'on prend la vignette pour la composer, ou est-ce qu'on prend, on scrute, un peu comme une loupe qui se déplacerait sur un monobloc? Donc ça, c'est une question sur laquelle on évolue, aussi en fonction des données qui elles-mêmes évoluent. Mais bon, là, on arrive à, disons, deux tâches claires, qui sont l'une de détecter ce qu'on appellera des nouveautés par rapport aux données qu'on a. Donc, ces données pourraient être transformées par les experts en anomalies éventuellement, qui pourront peut-être conduire à recouper le faisceau de présomption d'infos. Voilà. Et puis la décomposition des composés. Pour peut-être plus tard recomposer, essayer d'apprendre un style, recomposer et voir si Ray aurait composé de cette façon-là, pour essayer d'identifier si effectivement cet ornement peut être effectivement de Ray. Est-ce qu'on associe un soleil à un nuage? Donc l'étude des fissures est quelque chose qui va apparaître dans l'ornement, qui sera différent d'un défaut d'ancrage. Et ça peut être effectivement un apport peut-être intéressant. Mais comme les composés, comme ce que j'ai besoin d'avoir de documents que j'étudie en ce moment, je me rends compte que les composés, finalement, on les prend, on les remet dans une autre forme. Et finalement, ça permet de dater peut-être. Et comme les composés sont en métal, on aura sans doute assez peu de différence d'un composé à l'autre si tant est que ça sort du même moule. Donc du coup, comment anticiper avec ça? Par contre, là on est plus dans le style de composition. Et du coup, il faut faire parler les données pour savoir ce qu'on est capable d'utiliser. La spécificité du corpus de Michel Ray, c'est précisément on peut tester les deux méthodes, puisqu'il pratique les deux méthodes, à la fois des blocs et des composés, alors avec une histoire, plus de composés à la fin de sa carrière
Donc c'était intéressant aussi, par rapport à ce que je disais au début, de se centrer sur ce libraire éditeur, au-delà de l'enjeu intellectuel que ça représentait pour le projet, parce qu'il pratiquait ces deux types finalement d'ornements et qui pouvaient ensuite être adressés, ça aussi c'est une des ambitions du projet, à N++, à d'autres bases, ou d'autres éditeurs, ou d'autres imprimeurs, qu'ils soient avec des non composés ou avec des composés. On proposerait deux méthodologies finalement. Et finalement, les vignettes sont aussi, on met avec le catalogue de vignettes, le fournisseur amène leur catalogue, et le REF fait son choix. Quel est ce dictionnaire? Qu'est-ce qu'il a choisi? On va dans les voilà. Je vous arrête une seconde, parce que on dit toujours prêt, choisi, etc. Mais Ray, il n'est pas imprimeur. Oui, pardon, c'est une facilité de parole. Bon, ok, voilà. Bien d'accord que c'est l'imprimeur qui travaille pour Ray, ou les imprimeurs qui travaillent pour Ray. Ok. Mais après, c'est une question, est-ce que Ray s'interdisait certains motifs? Enfin, demandait à l'imprimeur. De toute façon, c'est les mêmes motifs que l'on va trouver pour le livre de Champion, pour le livre de tous ses collègues. C'est pour ça que dans la base que j'ai conçue, il n'y a pas que des adresses de Ray. Parce que je vous enlève la page de titre d'un livre, je vous dis ça c'est Amsterdam. Qui a imprimé? Qui vend? Il ne faut pas le savoir. C'est le même matériel, c'est le même motif, c'est les mêmes ornements, c'est le même style. Soyons prudents quand on dit. Non, mais quand même, tous les imprimeurs d'Amsterdam n'ont pas les mêmes blocs, ne font pas les mêmes compositions. Et Ray s'intéresse, dans sa correspondance, il s'intéresse très précisément à la composition de ces pages de titres, à ces pages de titres, et entre autres, les auteurs sont très... sont demandeurs de certaines ornementations, d'une page de titre en rouge et noir ou uniquement en une seule couleur. Voilà, donc non. Et puis ce que pourra démontrer la machine, exprimer ainsi, c'est un type de composition récurrent chez Ray, c'est-à-dire que jamais, c'est ce que disait Thierry à l'instant, que jamais, par exemple, hein, c'est plus purement hypothétique, il ne va associer les deux mêmes éléments, alors que chez un autre éditeur, par exemple, cette association va exister. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore, hein, qui va peut-être sortir ou pas. C'est ce qu'on appelle, nous, intellectuellement, le style de Ray, enfin, des livres de Ray, voilà. Pour voir s'il y a des récurrences. Mais je suis plus d'accord avec vous sur la page du titre et sur les, entre guillemets, belles pages, que sur le livre qui fait, je pense, dans tous ces dictionnaires publiés à partir de 1770. Il y a 2 colonnes, il y a 5 ornements au total. Oui, c'est pas l'objectif. Ça va pas être très parlant, cela. Et ça correspond quand même à ce qui lui rapporte la moitié de son fonds. Ça, c'est l'autre question, c'est-à-dire est-ce que sur certains ouvrages, question qu'on va poser demain sans évidemment la résoudre, est-ce qu'il fait un effort esthétique particulier sur certains ouvrages? C'était notre hypothèse de base, on va dire, pour la marque aux abeilles. On verra demain que... Voilà, on ne sait pas en fait. Ça fait partie des questions qu'on pourra poser. Effectivement, il y a de bons livres, d'usage. Et la correspondance, en fait, parce que, par exemple, j'ai étudié le journal d'un fonctionnaire toscan qui est aussi censeur, qui s'appelle Giuseppe Benciveni, qui a laissé un journal sur plus de 50 ans, et qui est un journal de lecture et de ses achats, de livres, etc. Et donc, il achète notamment les ouvrages de Ray, de Rousseau, à un certain prix. D'ailleurs, jusqu'à une date assez récente, sa bibliothèque elle a été dispersée dans les années 1960. Et il reste des archives à l'Archivio di Stato de Florence, avec les prix. Donc, voilà. Donc, en fait, est-ce qu'on peut... Les prix d'achat, oui. Et donc, qui sont très importants. Oui, qui sont très importants. Ouais. Et donc, est-ce que, en fait, le réseau des correspondants, par exemple, étrangers, s'il y a une correspondance, permet
finalement de repérer, enfin de mettre en relation des exemplaires qui par exemple, on pourrait par exemple retrouver, je donne un exemple en Florence, j'en sais rien du tout, mais et puis, ou en tout cas au Toscane par exemple, et puis parce qu'ils auraient connu une certaine diffusion avec tel libraire, Bouchard, etc. Et puis voilà, ça permettrait aussi de distinguer peut-être parfois certaines... On a des indications dans la correspondance d'ouvrages qui circulent. Pour Londres, Fabienne a fait un super travail sur la correspondance avec le Chevalier Déon, une correspondance entre Marc-Michel Rey et le Chevalier Déon qui était totalement inédite, et on voit bien comment il choisit à qui il s'adresse à Londres, à qui il s'adresse pour diffuser ces fameux bouquins du Chevalier Déon qu'il n'arrive désespérément pas à refourguer parce que personne n'en veut. Donc on a effectivement dans la correspondance à qui il s'adresse en tant que libraire correspondant. Non, en fait, le projet il n'a de sens que en lien avec la correspondance, en lien avec les catalogues des libraires, en lien avec les factures. On a beaucoup de factures qu'on n'a pas éditées du tout, qu'on n'a pas exploitées. Toutes les factures des échanges, Silvio en parlait tout à l'heure, d'échanges de titres. Et donc en comparant le catalogue de vente et ce qu'il échange avec ses collègues, on voit plus la correspondance, on voit bien, on a quand même une idée très précise de ces éditions. Voilà. Il y a une dernière question parce que on a une visite de la Biennale après. Sans doute très rapidement répondu, comme on dit aujourd'hui. Je me posais une question, est-ce que la correspondance a réveillé un changement de prestataire de service? C'est-à-dire que pour Marc-Michel Rey, est-ce qu'il a toujours fréquenté le même imprimeur? Ou est-ce qu'il a fréquenté... Il meurt, les imprimeurs. Il meurt parfois. Et une question annexe, est-ce que le matériel qui est intégré aux matrices, c'est un matériel qui circulait d'un imprimeur à l'autre, alors sous forme de session? Faut venir demain. Faut que tu viennes demain matin à 9h. On te parlera de... Je sais pas, on va avoir peu de temps. Je pourrais faire une petite annonce. Oui, on a vu ce... Vous avez vu ça? Ah, c'est bon. Oui, mais il faut la refaire. Il y a un Purist Book History Conference online, organized by Simon Dagenet from Trier and Michael Cow, on the 20th and 21st of July. Bon, je le dis en anglais, je vais dire en français, mais de toute façon. Si vous cherchez Book History Purist, vous allez le trouver. On a l'annonce, je peux la diffuser ce soir ou demain matin à tout le monde. Tu venais de penser à ça quand vous étiez... Voilà. Attends. Oui. Oui, donc... les matrices, enfin pas le matériel typographique voyage. J'en ai la preuve dans la correspondance. Et cette preuve, on la retrouve dans les ouvrages. Voilà. Sous forme de cession, de prêt? Ou c'est un réseau de solidarité? Je ne sais pas. Sous forme tu imprimes cet ouvrage, tu mets cet ornement sur la page de titre, donc je t'envoie la matrice de l'ordonnance. Voilà. C'est ce qu'on va montrer demain matin sur la marque Zabel. Les imprimeurs achetaient aussi des ornements. Des choses assez... Merci beaucoup. Bravo. Merci à tous.